Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les évêques du Cameroun lancent une croisade contre les assassins de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Après l'identification du corps et l'annonce des obsèques, la conférence épiscopale nationale envisage de porter plainte contre inconnus pour assassinat de l'évêque de Bafia et la pression monte déjà sur les enquêteurs de la police judiciaire au regard de l'entrée en scène des avocats pour assister l'Église catholique dans la manifestation de la vérité. Les passations des marchés publics sont le théâtre de détournements, de corruption et d'inertie qui plombent la réalisation des projets structurants au Cameroun. La création de tout un ministère des marchés publics et d'une agence de régulation n'a pas résolu cette équation des goulots d'étranglement, une situation qui préoccupe au plus haut point le président du groupe de la Banque africaine de développement en visite au Cameroun. Dans ce journal, les experts évaluent les projets financés par la BAD et évoquent sa vision pour l'industrialisation du continent africain. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est dans une ambiance tendue que s'est déroulée cette identification du corps de l'évêque de Bafia à l'hôpital général de Yaoundé. Dans un premier temps, la conférence épiscopale nationale a commis un huissier de justice pour attester qu'il s'agit effectivement du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Contre toute attente, cet huissier de justice a été refoulé. La scène a choqué les évêques. Ils ont quitté l'hôpital général de Yaoundé sans faire la moindre déclaration. C'est finalement le neveu du défunt qui viendra lever tout équivoque sur la dépouille de l'évêque de Bafia. Joël Essengé et Ike Cyril. Dispositif sécuritaire tout à fait particulier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Des éléments de la police ont investi les lieux, rendant l'atmosphère quelque peu tendue entre les évêques et les pouvoirs publics. En conséquence, l'huissier de justice commis par la conférence épiscopale nationale du Cameroun sera refoulé aux portes de la morgue. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance, motif plus de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Après moult tractations, les évêques vont se retirer sans que l'on ne sache exactement si le corps présenté est bel et bien celui de Monseigneur Bala. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. L'information viendra finalement de la famille nucléaire du défunt évêque. Assailli par les hommes de médias en quête d'information, le neveu de Monseigneur Bala finalement se lâche. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui, je crois que... Et qui vous a demandé de ne pas parler à la presse? C'est le 2 juin dernier que le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. La justice parle d'une possible mort par noyade, alors que pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Et le président de cette conférence épiscopale nationale du Cameroun confirme l'identification du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Monseigneur Samuel Cléda annonce également les obsèques prévues à partir du 2 et 3 août prochain, notamment au diocèse de Bafia. Et le programme sera communiqué ultérieurement. La conférence épiscopale qui compte également porter plainte contre inconnus pour assassinat de l'évêque de Bafia et annonce l'entrée en scène des avocats pour assister l'Église catholique dans la manifestation de la vérité. C'est un communiqué signé du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. 24 ans après le naufrage d'un bateau militaire au large des côtes camerounaises dans la région du sud-ouest, l'on est toujours sans nouvelles des autres 34 passagers de ce bateau, parmi lesquels des soldats et le personnel navigant. L'on note que Dibuncha, la localité la plus proche du lieu du drame, est fortement militarisée et interdite d'accès, pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué.
C'est au large de ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest, que le bateau logistique du bataillon d'intervention rapide, baptisé le Mundemba, a chaviré aux toutes premières heures de la matinée du 16 juillet 2017. D'après le communiqué de presse, rendu public par le ministre délégué en charge de la Défense, l'on est toujours sans nouvelles des 34 des 37 personnels du bataillon d'intervention rapide qui étaient à bord de ce bateau en partance pour Bakassi. Dibuncha, depuis l'annonce de cet accident, est fortement militarisé. L'information recoupée à bonne source indique par ailleurs que l'accès à cette localité est filtré par les hommes en tenue. Tous les différents corps d'armée ont par ailleurs été impliqués dans la recherche des 34 portiers disparus. En dehors du communiqué de presse, rendu public par le ministre délégué en charge de la Défense, qui renseigne de façon ambiguë sur les circonstances du naufrage, aucune autre information concernant l'identité, encore moins les grades des disparus, ne renseigne l'opinion publique. Le bataillon d'intervention rapide vient pourtant d'être sous les feux des projecteurs à travers la marche de 400 km que un peu plus de 1800 commandos ont effectué au terme d'une formation commune bouclée par la présentation au drapeau des soldats du contingent 2017 à la base de Man-Owabi de Limbé. Alors que le gouvernement camerounais maintient que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues après le naufrage de ce bateau militaire, l'Union européenne présente déjà ses condoléances à l'armée camerounaise et aux familles des victimes dans un communiqué rendu public ce lundi. La chef de la délégation de l'Union européenne estime que c'est un incident tragique qui constitue une grande perte pour l'armée camerounaise engagée sur le front de guerre contre la secte islamiste, mais aussi dans la sécurisation de la zone de la presqu'île de Bakassi. Dans le reste de l'actualité, la tuerie de Kousséri continue d'alimenter les débats dans les chaumières, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé dans cette compagnie de gendarmerie à Kousséri où un jeune soldat a ouvert le feu sur son commandant et plusieurs autres camarades d'armes l'ont refait donc la scène qui s'est déroulée à Kousséri dans ce reportage signé Albertine Bichaga. Âgé de 25 ans, le gendarme Jude Benchou de la promotion 2015 est l'auteur de la fusillade du 14 juillet dernier à Kousséri dans la région de l'extrême nord. Le drame a laissé sur le carreau 4 personnes, dont son commandant d'escadron, Ondoa François. Selon plusieurs témoignages, les relations entre les deux hommes avaient toujours été tendues. L'auteur de la tuerie de Kousséri est également présenté par certains comme un jeune homme frustré dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. Des frustrations qui auraient connu un pic avec la relation houleuse qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique. C'est donc ce dernier épisode qui aurait conduit le jeune homme de 25 ans à commettre l'irréparable le 14 juillet dernier. Après son forfait, le gendarme a décidé lui-même de se rendre. Il aurait d'abord été conduit chez le préfet du Logo-Nechari où il aurait révélé dans un échange avec l'autorité administrative les véritables raisons de son acte. Seulement, les versions sur les déclarations lors de cet échange sont nombreuses. L'on évoque, entre autres, des problèmes de grade, mais également des questions de mœurs. Après l'échange avec le préfet du Logo-Nechari, June Benchou est conduit dans les services de l'ESI, l'équipe spéciale des interventions rapides à Kousséri. L'arrière-pays au Cameroun reste toujours enclavé et le gouverneur du Sud-Ouest a pu toucher du doigt cet enclavement. Son véhicule est resté embourbé durant plusieurs heures dans la localité sur le tronçon Bakebe-Menji dans le Sud-Ouest alors qu'il se rendait justement dans cette localité pour procéder à l'installation du préfet. Il a pu vivre le calvaire des populations, elles qui ont boycotté l'installation de leur autorité administrative. Le récit des faits avec Mathilde Akomazo Keddiara et nos correspondants du côté du Sud-Ouest. Reportage. Ceci sera certainement l'un des souvenirs les plus marquants qu'aura Bernard Okala Bilay de sa région de commandement, le Sud-Ouest. Alors qu'il se rendait en fin de semaine dernière à la cérémonie d'installation du préfet de Lébi-Alem, son convoi va se retrouver embourbé pendant de nombreuses heures sur le tronçon Bakebe-Menji. C'est plus précisément dans le village Ekwengan
que les choses vont se compliquer. Tous les efforts de ces hommes faits en vue de libérer les véhicules seront vains. Même ce 4x4 du bataillon d'intervention rapide, conçu pour résister à ce genre de situation, va se retrouver embourbé à son tour. Alertés par les vrombissements de moteur et les crissements de pneus, les riverains, plutôt que de donner un coup de main, vont se montrer satisfaits de la situation. Je suis vraiment content que le gouverneur vive cette situation. Il a lui-même vu de ses propres yeux la souffrance que nous endurons au quotidien. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant qu'ils arrangent enfin cette route. En fin de compte, le gouverneur fera appel à un bulldozer qui va dégager la route et la rendre praticable quelques minutes plus tard. Et même là encore, il faudra pousser les véhicules pour les aider à avancer. Dans le reste de l'actualité, après la mise en eau du barrage réservoir de Lampangar, la lumière est au bout du tunnel pour 150 localités dans la région de l'Est. Une centrale hydroélectrique doit être construite dans les tout prochains mois au pied du barrage. L'annonce est du président du groupe de la Banque africaine de développement en déplacement du côté de l'Est, lui qui annonce un projet qui va durer durant près de 30 mois et qui va permettre d'être relié à l'usine thermique de Bertois par une ligne de plus de 200 km étendue jusqu'à Abamban et qui va permettre de fournir l'énergie électrique à plus de 150 localités. Un projet inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'aménagement hydroélectrique de Lampangar et financé par la Banque africaine de développement. Et précisons que le président du groupe de la BAD a été reçu en audience par le chef de l'État. Il annonce justement le soutien financier de cette Banque africaine de développement pour des projets infrastructurels, notamment le projet de Nachigal, projet hydroélectrique, mais aussi l'extension du chemin de fer vers le Tchad et le Nigeria. Il se plaint des passations des marchés publics qui restent encore le théâtre de corruption et d'inertie qui plombent l'exécution des projets structurants au Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal. Toujours dans l'actualité, la cybercriminalité, des juristes qui mènent un plaidoyer pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Ils plaident pour un renforcement de la cyberjustice et des textes et un cadre législatif pour davantage lutter contre les cybercriminels qui ont le vent en poupe sur le continent africain. Des précisions avec Donald Anouzoua et Farel Bounia. Le séminaire atelier sous-régional sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique qui se tient à Douala se charge d'aborder plusieurs sous-thèmes parmi lesquels le développement et l'économie numérique en Afrique, l'ICANN et l'écosystème de l'Internet, la propriété intellectuelle, nom de domaine et droits pratiques, ainsi que de l'applicabilité de la loi à l'ère du numérique et bien d'autres. Le principal objectif étant ici de sensibiliser les professionnels du droit, les hommes d'affaires, les techniciens et même les populations pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Actuellement, il y a des nouveaux acteurs. Vous avez des start-upers, des gens qui font le commerce en ligne, des gens qui achètent ou qui vendent en ligne, mais qui n'ont pas une réglementation qui puisse vraiment encadrer leur activité. Donc si les avocats ne sont pas imprégnés, si les juristes ne sont pas imprégnés, les hommes d'affaires, un homme d'affaires ne pourra pas facilement former une société qui pourra se développer pendant longtemps. On parlera d'économie numérique, mais peut-être dans 5 ou 6 ans, toutes ces sociétés-là qui sont nées aujourd'hui vont disparaître. Cet autre atelier sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique se projette de faire des recommandations allant dans le sens de la mise en place des plateformes de suivi et de veille à même d'actionner la naissance d'un écosystème numérique viable en Afrique. Nous attendons à la fin de ce séminaire à avoir des gens qui nous donnent des recommandations par rapport à telle procédure qu'il faut mettre en place pour qu'on parle vraiment d'une émergence d'une économie numérique. Au sortir de ces assises, les participants auront fait une étude du problème que pose l'économie numérique en Afrique et élaboré une stratégie de vulgarisation des lois y afférentes. Dans l'escale internationale, après la tragédie survenue à Dakar au Sénégal qui a fait 8 morts ce week-end, le gouvernement sénégalais a suspendu toute manifestation sportive le temps de la campagne pour la législative prévue le 30 juillet prochain. Des précisions avec Nadine Yambo.
À la suite des incidents ayant causé la mort de 8 personnes et fait plus d'une soixantaine de blessés au stade de Demba Diop, le gouvernement sénégalais vient de prendre des mesures interdisant la pratique du sport et les manifestations culturelles jusqu'aux législatives du 30 juillet 2017. Comme autre mesure prise pour éviter de tels dérapages, le renforcement de la sécurité aux alentours des stades. Le président sénégalais Macky Sall, qui s'est dit choqué par ces événements, prescrit l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame et que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Pendant la finale de la Coupe de la Ligue de football disputée samedi 15 juillet 2017, des affrontements ont éclaté entre supporters des clubs Ouakam et Bourg aux prolongations, provoquant ainsi une bousculade avec mort d'homme. Les jets de pierre des supporters et l'utilisation des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre pour disperser les supporters qui avaient envahi l'aire de jeu ont dégénéré, créant ainsi un vaste mouvement de panique au sein de la foule. Une partie du mur soutenant les gradins s'est effondrée sur les spectateurs dans un stade plein à craquer. Les victimes ont été transportées vers les formations hospitalières de Dakar. En hommage aux 8 morts et à toutes les victimes du stade Demba Diop de Dakar au Sénégal, la campagne des législatives prévue ce dimanche a été suspendue et le gouvernement a appelé au calme. Le Cameroun est-il toujours déterminé à organiser la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 alors que des doutes planent sur la réalisation des infrastructures sportives destinées à abriter cette compétition? L'ambassadrice d'Italie au Cameroun défend le projet de construction de nouveaux stades Omnisport à Olembe à Yaoundé. Samuela Isopi balaie d'un revers de la main les critiques formulées à l'encontre de l'entreprise italienne chargée des travaux et elle a présenté une nouvelle stratégie mise en place pour achever les travaux avant la CAN prévue au Cameroun en 2019. Joël Essenge et Ike Cyril. Malgré le retard pris dans l'exécution des travaux, la partie italienne se veut rassurante. Le stade sera prêt pour la dernière inspection de la CAF. La dernière visite d'inspection de la Confédération africaine de football est prévue en septembre-octobre 2018. L'entreprise italienne Piccini fait savoir que l'essentiel sera fait à cette date-là, mais le stade d'Olembe ne sera définitivement livré qu'en décembre 2018. L'ouvrage est fait de matériaux préfabriqués, à ne pas confondre avec matériaux provisoires. On a entendu parler que le stade serait fait en matériel provisoire, c'est-à-dire qu'on vient ici, on monte et après on démonte. Là aussi, je suis très heureuse de vous dire que cette information aussi est totalement fausse. Les experts de la société vont vous expliquer comment on fait les stades, pas seulement au Cameroun, mais comment on fait les stades en Europe et dans le monde avec des technologies de construction modernes et nouvelles et avec des matériels préfabriqués, qui ne veut pas dire provisoires. À l'heure qu'il est, les matériaux sont d'ores et déjà en préfabrication dans des usines en Italie. Une fois la fabrication terminée, ces matériaux seront convoyés au Cameroun. Une pratique qui tranche avec l'époque où des camions et autres gros engins faisaient des va-et-vient sur des chantiers. Voir entrer les camions avec les graviers et tout ça, ça c'est le passé. Ici on utilise les possibilités d'aujourd'hui de vraiment optimiser les options qui sont avant nous. Ça va donner un produit beaucoup mieux que si ça s'est fait sur place. Face à la presse à Yaoundé, la partie italienne annonce que le premier bateau transportant les matériaux préfabriqués arrivera au port de Kribi en septembre 2017. Une fois transféré à Yaoundé, le montage se fera entre octobre 2017 et mars 2018. Les travaux d'électricité, quant à eux, seront effectués entre août et septembre 2018. Et lorsque le chantier sera définitivement livré en décembre 2018, le monde entier appréciera ce joyau architectural. Les inquiétudes autour de cette CAN 2019 que le Cameroun doit abriter sont décryptées et analysées ce soir dans le cadre de l'émission 100% foot, émission à suivre juste après ce journal est présentée par Hervé Kemnier. Mais dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal.
Je reçois sur ce plateau Toussaint Mboka Tongo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes expert en développement du secteur privé, analyste économique. Vous avez suivi cette visite du président du groupe de la Banque africaine de développement. Il a été reçu par le chef de l'État ce lundi. Il annonce le soutien de la BAD pour le projet hydroélectrique de Nachtigal et également l'électrification de plus de 150 localités dans la région de l'Est et d'autres projets d'aménagement routier au Cameroun. Mais il insiste sur le problème de passation des marchés publics qui, selon lui, reste un goulot d'étranglement. Comment percevez-vous cette critique formulée à l'encontre du système des marchés publics au Cameroun? Oui, tout d'abord, je crois qu'il faudrait préciser que la BAD travaille avec le Cameroun sur 3 axes. Le premier axe est l'axe électrification. Donc vous avez parlé de Lampagar, vous avez parlé de Nachtigal. Et le deuxième axe, c'est l'intégration régionale. Vous avez l'axe Yaoundé-Brazzaville et l'axe Ngaoundéré-N'Djamena. Ça, c'est pour l'intégration régionale. Et ensuite, vous avez l'industrialisation. Ce sont les axes qui sont... Ce sont les piliers sur lesquels reposent les différents financements et les programmes de la Banque africaine de développement. Choisis par le Cameroun. Parce que sinon, peut-être qu'on en reparlera après, la tasse de thé du président Adesina, du docteur Adesina, c'est l'agriculture. Hein, mais on en parlera peut-être après. Disons que lui, d'ailleurs, il a reçu le prix World Food Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. N'oubliez pas qu'il a été ministre de l'agriculture et du développement rural de son pays. Et il a transformé l'agriculture de son pays. Bon, bref, parlons d'abord des piliers, puisque c'est par là que vous vouliez qu'on commence. Au niveau de ces piliers, c'est vrai que ça devient contre-productif, parce que c'est déjà compliqué de travailler sur des projets structurants de cette dimension. Mais si en plus ces projets n'arrivent pas à maturation, ça pose des problèmes de retard et ça devient contre-productif par rapport aux populations qui finalement pensent que ces projets sont improductifs et peut-être inefficients, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est une perception. Donc ça pose un réel problème et je crois que le docteur Adesina l'a relevé. Mais maintenant, je pense surtout que ce qui est important à retenir par rapport à cette visite, c'est le fait que nous, au Cameroun, on ne donne peut-être pas, parce qu'on ne pourra pas parler d'industrialisation si nous ne produisons pas. C'est pas seulement le cas du Cameroun. L'Afrique importe pour 35 milliards de dollars de nourriture. C'est inacceptable. Pourtant, elle a un énorme potentiel agricole qui reste sous-exploité. D'ailleurs, le docteur l'a dit tout à l'heure lors de ses interventions, on ne mange pas le potentiel. Vous comprenez? Nous avons 65% des terres arables disponibles, inexploitées dans le monde. Donc c'est en fait l'Afrique qui devait nourrir le monde, pas l'inverse. Justement, et le Cameroun a à peine 20 à 30% de ces terres arables qui sont exploitées. Il y a des projets agropoles et agro-industriels qui sont en cours. Comment est-ce que la BAD peut-elle soutenir ces projets au moment où le Cameroun est en train de se diriger vers un programme de redressement économique? Est-ce qu'il pourra maintenir le cap sur de tels investissements en ce moment où il manque cruellement de moyens et qu'il fait face à une énorme dette? Nous devons aller vite. Je crois que c'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État, président de la République, son Excellence Paul Biya, a offert au docteur Adesina un cheval, parce qu'il lui a dit « je sais que vous allez vite ». Et effectivement, c'est lorsqu'il était ministre de l'Agriculture et du Développement rural au Nigeria qu'il a réussi à faire que des industriels tels que Aliko Dangote, tels que en fait, des ingénieurs, des pharmaciens, etc., des architectes, s'investissent dans la production agricole. Donc il a réussi à le faire. Et c'est pour ça qu'on lui a également donné ce prix. Donc c'est le pape, si on peut le dire, des agropoles également. Mais vous voyez, nous on a un programme agropole ici. Je suis sûr que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est un
programme qui est en fait connu par quelques fonctionnaires et disons quelques parlementaires. C'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Donc, même par rapport à cette visite, moi je m'attendais par exemple à ce qu'on invite le JICAM pour dérouler sa politique un patron, une plantation. Parce que vous imaginez... Donc vous déplorez le fait que cette présence du président du groupe de la Banque africaine de développement, que le gouvernement camerounais n'ait pas associé le secteur privé pour discuter davantage des programmes de financement qui pourraient permettre le développement du Cameroun? Oui, parce que c'est une question de... Agropole, c'est une question de chaîne de valeur. Donc, et qui va créer des emplois? C'est le secteur privé. C'est pas la BAD, c'est pas le gouvernement qui va créer ces emplois. Donc, il faudrait peut-être un peu plus associer le secteur privé. Ça s'est fait un peu par le passé, mais je pense que c'était peut-être par l'entre-gens des personnes du secteur privé, avec les prédécesseurs du docteur Adesina. On a pu travailler au niveau de la BAD avec le docteur Babacar Diaye, parce que c'était peut-être à l'époque que je m'occupais du MECAM, et c'était quelqu'un qui faisait partie du relationnel du docteur James Onobiono ou d'Alphonse Bibeye. Mais je veux dire que ça doit être structuré et qu'on doit savoir que lorsqu'il y a des personnes de ce style qui arrivent, il faut que le secteur privé soit représenté, dise sa vision des choses et qu'on avance ensemble. Mais justement, ces banques africaines estiment qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur les infrastructures routières, sur les infrastructures qui vont permettre justement de créer les conditions nécessaires pour l'industrialisation. Est-ce que là, c'est une stratégie que vous critiquez ou que vous appréciez? Non, nous ne critiquons pas. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'électrification. C'est très bien parce que la région de l'Est que je connais très bien, il y a 30 ans, j'étais dans une autre vie responsable de la multinationale Royal Dutch Shell. Et pour Shell, j'étais un peu chargé d'alimenter les centrales thermiques dans toute la province. À l'époque, c'était une province, dans toute la province. Et puis fournir également aux forestiers, aux industries. Ça pose un problème d'énergie, c'est vrai. Mais seulement, je dis que c'est contre-productif parce que, regardez un peu depuis quand nous parlons de barrages. Et on n'a pas l'impression que ça bouge. Donc même au niveau des populations, les populations finissent par se poser des questions. Vous savez, l'Inde a opéré sa révolution verte en 3 ans, dans les années 60. En 3 ans, l'Inde avait changé de visage, est passée d'importateur de produits alimentaires à exportateur. Donc, ça peut aller vite s'il y a la volonté politique. On est d'accord, les infrastructures sont nécessaires, mais il y a des choses, puisque on ne mange pas non plus l'électricité. Toussaint Boka, pour vous, le Cameroun manque de volonté politique pour amorcer cette révolution verte tant attendue? Oui, je veux dire que quand on a parlé du projet Agropole, j'ai dit simplement, il y a un autre projet qui s'appelle Enable Youth, qui signifie en fait capaciter la jeunesse. Dans d'autres projets, dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est lancé en Côte d'Ivoire. C'est un projet de la BAD qui est lancé par le docteur Adesina. C'est lancé au Kenya, c'est même lancé au Congo. Je pense qu'il y a des choses à faire. Nous avons une jeunesse. Vous savez, nos populations sont vieilles. C'est-à-dire que les populations qui font l'agriculture, il faut rajeunir. Les jeunes sont en ville. Il faudrait réussir pratiquement à mettre en place une sorte d'exode urbain, c'est-à-dire faire que les jeunes rentrent. Et pour cela, il faut que, comme dit le docteur Adesina, il faut que l'agriculture soit sexy, parce que c'est d'ailleurs, entre guillemets, c'est d'ailleurs le terme qu'il utilise, qu'il attire les jeunes, qu'il attire les banquiers. Bon, lui, aujourd'hui, il est banquier, mais avant, il était agriculteur. Donc, c'est ce côté qu'il essaye de développer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de modèle de financement de l'agriculture et aussi du monde rural qui demeure très pauvre en Afrique et au Cameroun? Vous avez vu un reportage réalisé dans une localité du sud-ouest où le gouverneur est resté embourbé durant des heures. C'est une région qui est agricole, mais qui manque cruellement de routes et de pistes agricoles. Est-ce que le problème n'est pas la viabilisation du monde rural qui pourrait permettre d'attirer? Si, il y a ce problème-là, mais je dis que ce problème n'est pas essentiel. Nous devons d'abord produire, parce que je vous ai parlé des 35 milliards de dollars que nous importons. En 2025, c'est pas loin, c'est dans 7-8 ans, nous serons, le chiffre de 35 milliards aura doublé. Mais comment paierons-nous? Avec quoi paierons-nous pour nourrir nos populations? Comment la BAD peut-elle aider le Cameroun justement à opérer cette révolution verte
Toussaint Mboka? Non, c'est le Cameroun qui choisit les domaines d'intervention. C'est pour ça que je dis que le Cameroun devrait peut-être un peu plus insister sur la production agricole, parce que vous savez, les questions d'infrastructure, la Chambre de commerce a lancé, du Cameroun, a lancé il n'y a pas longtemps un projet de transformation de manioc dans le sud. Ok? Transformation de manioc, l'usine est là. Il n'y a pas de problème d'électricité. Mais qu'est-ce qui manque? La matière première pour alimenter l'usine. Il n'y a pas de manioc. Mais qui va cultiver le manioc de manière à pouvoir alimenter une unité de production qui peut-être utilise 1 tonne de manioc à l'heure? Il faut trouver des gens pour cela. Donc si vous n'avez pas une jeunesse qui est formée, qui prend ça au sérieux et qui ne pense pas que la vie s'arrête à faire des concours de la police, vous comprenez que... Et ça, je veux dire que ça ne peut être que une volonté politique qui puisse faire que les choses changent. Merci Toussaint Mboka Tongo. Je rappelle que vous êtes expert en développement du secteur privé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision. J'annonce justement ce programme 100% foot à suivre juste après ce journal qui évoquera les inquiétudes autour de la CAN 2019 avec 2 experts qui vont croiser leurs regards autour de Hervé Kemier, présentateur, réalisateur et Mospongo. Merci de rester sur Equinox. Samuel Cléda annonce également les obsèques prévues à partir du 2 et 3 août prochain, notamment au diocèse de Bafia, et le programme sera communiqué ultérieurement. La conférence épiscopale qui compte également porter plainte contre inconnu pour assassinat de l'évêque de Bafia et annonce l'entrée en scène des avocats pour assister l'Église catholique dans la manifestation de la vérité. C'est un communiqué signé du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. 24 ans après le naufrage d'un bateau militaire au large des côtes camerounaises dans la région du sud-ouest, l'on est toujours sans nouvelles des autres 34 passagers de ce bateau, parmi lesquels des soldats et le personnel navigant. L'on note que Dibuncha, la localité la plus proche du lieu du drame, est fortement militarisée et interdite d'accès, pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué. C'est au large de ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest, que le bateau logistique du bataillon d'intervention rapide, baptisé le Mundemba, a chaviré aux toutes premières heures de la matinée du 16 juillet 2017. D'après le communiqué de presse, rendu public par le ministre délégué en charge de la défense, l'on est toujours sans nouvelles de 34 des 37 personnels du bataillon d'intervention rapide qui étaient à bord de ce bateau en partance pour Bakassi. Dibuncha, depuis l'annonce de cet accident, est fortement militarisé. L'information recoupée à bonne source indique par ailleurs que l'accès à cette localité est filtré par les hommes en tenue. Tous les différents corps d'armée ont par ailleurs été impliqués dans la recherche des 34 portés disparus. En dehors du communiqué de presse, rendu public par le ministre délégué en charge de la défense, qui renseigne de façon ambiguë sur les circonstances du naufrage, aucune autre information concernant l'identité, encore moins les grades des disparus, ne renseigne l'opinion publique. Le bataillon d'intervention rapide vient pourtant d'être sous les feux des projecteurs à travers la marche de 400 km que un peu plus de 1800 commandos ont effectué au terme d'une formation commune bouclée par la présentation au drapeau des soldats du contingent 2017 à la base de Man-Owabi de Limbé. Alors que le gouvernement camerounais maintient que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues après le naufrage de ce bateau militaire, l'Union européenne présente déjà ses condoléances à l'armée camerounaise et aux familles des victimes dans un communiqué rendu public ce lundi. La chef de la délégation de l'Union européenne estime que c'est un incident tragique qui constitue une grande perte pour l'armée camerounaise engagée sur le front de guerre contre la secte islamiste, mais aussi dans la sécurisation de la zone de la presqu'île de Bakassi. Dans le reste de l'actualité, la tuerie de Kousséri continue d'alimenter les débats dans les chaumières, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé dans cette compagnie de gendarmerie à Kousséri où un jeune soldat
a ouvert le feu sur son commandant et plusieurs autres camarades d'armes l'ont refait donc la scène qui s'est déroulée à Kousséri dans ce reportage signé Albertine Bitiaga. Âgé de 25 ans, le gendarme Jude Benchou de la promotion 2015 est l'auteur de la fusillade du 14 juillet dernier à Kousséri dans la région de l'extrême nord. Le drame a laissé sur le carreau 4 personnes, dont son commandant d'escadron, Ondoa François. Selon plusieurs témoignages, les relations entre les deux hommes avaient toujours été tendues. L'auteur de la tuerie de Kousséri est également présenté par certains comme un jeune homme frustré dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. Des frustrations qui auraient connu un pic avec la relation houleuse qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique. C'est donc ce dernier épisode qui aurait conduit le jeune homme de 25 ans à commettre l'irréparable. Au Cameroun, en 2019, Joël Essenge et Ike Cyril. Malgré le retard pris dans l'exécution des travaux, la partie italienne se veut rassurante. Le stade sera prêt pour la dernière inspection de la CAF. La dernière visite d'inspection de la Confédération africaine de football est prévue en septembre-octobre 2018. L'entreprise italienne Piccini fait savoir que l'essentiel sera fait à cette date-là, mais le stade d'Olembe ne sera définitivement livré qu'en décembre 2018. L'ouvrage est fait de matériaux préfabriqués, à ne pas confondre avec matériaux provisoires. On a entendu parler que le stade serait fait en matériel provisoire, c'est-à-dire qu'on vient ici, on monte et après on démonte. Là aussi, je suis très heureuse de vous dire que cette information aussi est totalement fausse. Les experts de la société vont vous expliquer comment on fait les stades, pas seulement au Cameroun, mais comment on fait les stades en Europe et dans le monde, avec des technologies de construction modernes et nouvelles, et avec des matériels préfabriqués, qui ne veut pas dire provisoires. À l'heure qu'il est, les matériaux sont d'ores et déjà en préfabrication dans des usines en Italie. Une fois la fabrication terminée, ces matériaux seront convoyés au Cameroun. Une pratique qui tranche avec l'époque où des camions et autres gros engins faisaient des va-et-vient sur des chantiers. Voir entrer les camions avec les graviers et tout ça, ça c'est le passé. Ici on utilise les possibilités d'aujourd'hui de vraiment optimiser les options qui sont avant nous. Ça va donner un produit beaucoup mieux que si ça s'est fait sur place. Face à la presse à Yaoundé, la partie italienne annonce que le premier bateau transportant les matériaux préfabriqués arrivera au port de Kribi en septembre 2017. Une fois transféré à Yaoundé, le montage se fera entre octobre 2017 et mars 2018. Les travaux d'électricité, quant à eux, seront effectués entre août et septembre 2018. Et lorsque le chantier sera définitivement livré en décembre 2018, le monde entier appréciera ce joyau architectural. Les inquiétudes autour de cette CAN 2019 que le Cameroun doit abriter sont décryptées et analysées ce soir dans le cadre de l'émission 100% foot, émission à suivre juste après ce journal est présentée par Hervé Kemnier. Mais dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Toussaint Mboka Tongo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes expert en développement du secteur privé, analyste économique. Vous avez suivi cette visite du président du groupe de la Banque africaine de développement. Il a été reçu par le chef de l'État ce lundi. Il annonce le soutien de la BAD pour le projet hydroélectrique de Nachigal et également l'électrification de plus de 150 localités dans la région de l'Est et d'autres projets d'aménagement routier au Cameroun. Mais il insiste sur le problème de passation des marchés publics qui, selon lui, reste un goulot d'étranglement. Comment percevez-vous cette critique formulée à l'encontre du système des marchés publics au Cameroun? Oui, tout d'abord, je crois qu'il faudrait préciser que la BAD travaille avec le Cameroun sur 3 axes. Le premier axe est l'axe électrification,
Donc vous avez parlé de Lampagar, vous avez parlé de Nachtigal. Et le deuxième axe, c'est l'intégration régionale. Vous avez l'axe Yaoundé-Brazzaville et l'axe Ngaoundéré-N'Djamena. Ça, c'est pour l'intégration. Arabe, le 14 juillet dernier. Après son forfait, le gendarme a décidé lui-même de se rendre. Il aurait d'abord été conduit chez le préfet du Logo-Léchari où il aurait révélé dans un échange avec l'autorité administrative les véritables raisons de son acte. Seulement, les versions sur les déclarations lors de cet échange sont nombreuses. L'on évoque, entre autres, des problèmes de grade, mais également des questions de mœurs. Après l'échange avec le préfet du Logo-Léchari, June Benchou est conduit dans les services de l'ESIR, l'équipe spéciale des interventions rapides à Kousséri. L'arrière-pays au Cameroun reste toujours enclavé et le gouverneur du Sud-Ouest a pu toucher du doigt cet enclavement. Son véhicule est resté embourbé durant plusieurs heures dans la localité sur le tronçon Bakebe-Menji dans le Sud-Ouest alors qu'il se rendait justement dans cette localité pour procéder à l'installation du préfet. Il a pu vivre le calvaire des populations, elles qui ont boycotté l'installation de leur autorité administrative. Le récit des faits avec Mathilde Akomazo Keddiara et nos correspondants du côté du Sud-Ouest. Reportage. Ceci sera certainement l'un des souvenirs les plus marquants qu'aura Bernaokala Bilaye de sa région de commandement, le Sud-Ouest. Alors qu'il se rendait en fin de semaine dernière à la cérémonie d'installation du préfet de Lébi-Alem, son convoi va se retrouver embourbé pendant de nombreuses heures sur le tronçon Bakebe-Menji. C'est plus précisément dans le village Ekwengan que les choses vont se compliquer. Tous les efforts de ces hommes faits en vue de libérer les véhicules seront vains. Même ce 4x4 du bataillon d'intervention rapide, conçu pour résister à ce genre de situation, va se retrouver embourbé à son tour. Alertés par les vrombissements de moteur et les crissements de pneus, les riverains, plutôt que de donner un coup de main, vont se montrer satisfaits de la situation. Je suis vraiment content que le gouverneur vive cette situation. Il a lui-même vu de ses propres yeux la souffrance que nous endurons au quotidien. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant qu'ils arrangent enfin cette route. En fin de compte, le gouverneur fera appel à un bulldozer qui va dégager la route et la rendre praticable quelques minutes plus tard. Et même là encore, il faudra pousser les véhicules pour les aider à avancer. Dans le reste de l'actualité, après la mise en eau du barrage réservoir de Lampagar, la lumière est au bout du tunnel pour 150 localités dans la région de l'Est. Une centrale hydroélectrique doit être construite dans les tout prochains mois au pied du barrage. L'annonce est du président du groupe de la Banque africaine de développement en déplacement du côté de l'Est, lui qui annonce un projet qui va durer durant près de 30 mois et qui va permettre d'être relié à l'usine thermique de Bertois par une ligne de plus de 200 km étendue jusqu'à Abamban et qui va permettre de fournir l'énergie électrique à plus de 150 localités. Un projet inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'aménagement hydroélectrique de Lampagar et financé par la Banque africaine de développement. Et précisons que le président du groupe de la BAD a été reçu en audience par le chef de l'État. Il annonce justement le soutien financier de cette Banque africaine de développement pour des projets infrastructurels, notamment le projet de Nachtigal, projet hydroélectrique, mais aussi l'extension du chemin de fer vers le Tchad et le Nigeria. Il se plaint des passations des marchés publics qui restent encore le théâtre de corruption et d'inertie qui plombent l'exécution des projets structurants au Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal. Toujours dans l'actualité, la cybercriminalité, des juristes qui mènent un plaidoyer pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Ils plaident pour un renforcement de la cyberjustice et des textes et un cadre législatif pour davantage lutter contre les cybercriminels qui ont le vent en poupe sur le continent africain. Des précisions avec Donald Anouzoua et Farel Bounia.
Le séminaire atelier sous-régional sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique qui se tient à Douala se charge d'aborder plusieurs sous-thèmes parmi lesquels le développement et l'économie numérique en Afrique, l'ICANN et l'écosystème de l'Internet, la propriété intellectuelle, nom de domaine et droits pratiques, ainsi que de l'applicabilité de la loi à l'ère du numérique et bien d'autres. Le principal objectif étant ici de sensibiliser les professionnels du droit, les hommes d'affaires, les techniciens et même les populations pour une meilleure compréhension du cybersystème légal en Afrique. Actuellement, il y a de nouveaux acteurs. Vous avez des start-upers, des gens qui font le commerce en ligne, des gens qui achètent ou qui vendent en ligne, mais qui n'ont pas une réglementation qui puisse vraiment encadrer leur activité. Donc si les avocats ne sont pas imprégnés, si les juristes ne sont pas imprégnés, les hommes d'affaires, un homme d'affaires ne pourra pas facilement former une société qui pourra se développer pendant longtemps. On parlera d'économie numérique, mais peut-être dans 5 ou 6 ans, toutes ces sociétés-là qui sont nées aujourd'hui vont disparaître. Cet autre atelier sur l'économie numérique et la cyberlégislation en Afrique se projette de faire des recommandations allant dans le sens de la mise en place des plateformes de suivi et de veille à même d'actionner la naissance d'un écosystème numérique viable en Afrique. Nous attendons à la fin de ce séminaire à avoir des gens qui nous donnent des recommandations par rapport à telle procédure qu'il faut mettre en place pour qu'on parle vraiment d'une émergence d'une économie numérique. Au sortir de ces assises, les participants auront fait une étude du problème que pose l'économie numérique en Afrique et élaboré une stratégie de vulgarisation des lois y afférentes. Dans l'escale internationale, après la tragédie survenue à Dakar au Sénégal qui a fait 8 morts ce week-end, le gouvernement sénégalais a suspendu toute manifestation sportive le temps de la campagne pour la législative prévue le 30 juillet prochain. Des précisions avec Nadine Yambo. À la suite des incidents ayant causé la mort de 8 personnes et fait plus d'une 60aine de blessés au stade de Demba Diop, le gouvernement sénégalais vient de prendre des mesures interdisant la pratique du sport et les manifestations culturelles jusqu'aux législatives du 30 juillet 2017. Comme autre mesure prise pour éviter de tels dérapages, le renforcement de la sécurité aux alentours des stades. Le président sénégalais Macky Sall, qui s'est dit choqué par ces événements, prescrit l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame et que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Pendant la finale de la Coupe de la Ligue de football disputée samedi 15 juillet 2017, des affrontements ont éclaté entre supporters des clubs Ouakam et Bourg aux prolongations, provoquant ainsi une bousculade avec mort d'homme. Les jets de pierre des supporters et l'utilisation des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre pour disperser les supporters qui avaient envahi l'aire de jeu ont dégénéré, créant ainsi un vaste mouvement de panique au sein de la foule. Une partie du mur soutenant les gradins s'est effondrée sur les spectateurs dans un stade plein à craquer. Les victimes ont été transportées vers les formations hospitalières de Dakar. En hommage aux 8 morts et à toutes les victimes du stade Demba Diop de Dakar au Sénégal, la campagne des législatives prévue ce dimanche a été suspendue et le gouvernement a appelé au calme. Le Cameroun est-il toujours déterminé à organiser la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 alors que des doutes planent sur la réalisation des infrastructures sportives destinées à abriter cette compétition? L'ambassadrice d'Italie au Cameroun défend le projet de construction de nouveaux stades Omnisport à Olembe et à Yaoundé. Samuela Isopi balaie d'un revers de la main les critiques formulées à l'encontre de l'entreprise italienne chargée des travaux et elle a présenté une nouvelle stratégie mise en place pour achever les travaux avant la CAN prévue. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les évêques du Cameroun lancent une croisade contre les assassins de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Après l'identification du corps et l'annonce des obsèques, la conférence épiscopale nationale envisage de porter plainte contre inconnus pour assassinat de l'évêque de Bafia et la pression monte déjà sur les enquêteurs de la police judiciaire au regard de l'entrée en scène des avocats pour assister l'église catholique dans la manifestation de la vérité. Les passations des marchés publics sont le théâtre de détournements, de corruption et d'inertie qui plombent
la réalisation des projets structurants au Cameroun, la création de tout un ministère des marchés publics et d'une agence de régulation n'a pas résolu cette équation des goulots d'étranglement, une situation qui préoccupe au plus haut point le président du groupe de la Banque africaine de développement en visite au Cameroun. Dans ce journal, les experts évaluent les projets financés par la BAD et évoquent sa vision pour l'industrialisation du continent africain. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est dans une ambiance tendue que s'est déroulée cette identification du corps de l'évêque de Bafia à l'hôpital général de Yaoundé. Dans un premier temps, la conférence épiscopale nationale a commis un huissier de justice pour attester qu'il s'agit effectivement du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Contre toute attente, cet huissier de justice a été refoulé. La scène a choqué les évêques. Ils ont quitté l'hôpital général de Yaoundé sans faire la moindre déclaration. C'est finalement le neveu du défunt qui viendra lever tout équivoque sur la dépouille de l'évêque de Bafia. Joël Sengue et Ike Cyril. Dispositif sécuritaire tout à fait particulier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Des éléments de la police ont investi les lieux, rendant l'atmosphère quelque peu tendue entre les évêques et les pouvoirs publics. En conséquence, l'huissier de justice commis par la conférence épiscopale nationale du Cameroun sera refoulé aux portes de la morgue. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance, motif de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Après moult tractations, les évêques vont se retirer sans que l'on ne sache exactement si le corps présenté est bel et bien celui de Monseigneur Bala. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. L'information viendra finalement de la famille nucléaire du défunt évêque. Assailli par les hommes de médias en quête d'informations, le neveu de Monseigneur Bala finalement se lâche. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui, je crois que... Et qui vous a demandé de ne pas parler à la presse? C'est le 2 juin dernier que le corps sans vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. La justice parle d'une possible mort par noyade, alors que pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun, l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Et le président de cette conférence épiscopale nationale du Cameroun confirme l'identification du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Monseigneur